Est-ce que l'on peut vivre sur Mars? Alors au premier abord, on a vu qu'on a trouvé de l'eau sur Mars, on pourrait se dire que le plus dur est fait. Mais non, c'est encore un peu plus compliqué. Mars a extrêmement changé. Si la question avait été posée il y a quelques milliards d'années, la réponse n'aurait pas du tout été la même. Parce qu'à l'époque, Mars avait un océan qui recouvrait quand même une bonne partie de la planète, et en plus il y avait de la glace au pôle nord et au pôle sud. Et pour avoir une stagnation d'eau liquide, c'est-à-dire un océan si tu veux, Mars doit avoir une atmosphère beaucoup plus dense et surtout une température beaucoup plus élevée qu'actuellement. Parce qu'actuellement, la température moyenne de Mars est à peu près de moins 63 degrés, ce qui est beaucoup trop froid pour espérer héberger de l'eau à l'état liquide. Mais il y a quelques milliards d'années, ces conditions étaient réunies et Mars possédait une atmosphère épaisse et une température adéquate. Mais après, cela s'est un peu compliqué pour la planète rouge, on peut dire qu'elle a vécu une sorte d'apocalypse. Il y a à peu près 3,5 milliards d'années, de nombreux astéroïdes sont tombés sur la planète, ce qui a provoqué de géants tsunamis avec des vagues de plus de 120 mètres. On a appelé ce phénomène le grand bombardement tardif. Et en plus, la fin de cette ère a été marquée par le début d'une intense activité volcanique. Oui, parce que Mars possède énormément de volcans. Pour comparer, sur Terre, nos plus gros volcans sont en Amérique du Sud et ne dépassent jamais les 7000 mètres de hauteur, ce qui est déjà au passage super grand. Et nos volcans sont, à l'échelle géologique, assez jeunes, ils n'ont que quelques millions d'années. Alors que le plus grand volcan de Mars, le mont Olympe, qui est d'ailleurs le plus gros volcan connu de tout le système solaire, mesure plus de 22 km de hauteur. Et il est là depuis plus de 3,8 milliards d'années. En plus, c'est un volcan bouclier, c'est-à-dire qu'il a la forme d'un bouclier lorsqu'il est posé sur le sol. Autant dire qu'il est très large. Le diamètre du mont Olympe est d'à peu près 700 km. Alors, pour te donner un exemple, tu prends la distance entre Caen et Lyon, ça fait à peu près 700 km. Tu crées un cercle à base de ce diamètre-là, et là, tu as la superficie du mont Olympe par rapport à la France. Et il ne faut pas oublier que proportionnellement à la taille de la planète, ce volcan est d'autant plus impressionnant, car il faut savoir que Mars est 6 fois moins volumineuse que la Terre. Et puis tu peux de toute façon voir les photos du ciel pour te rendre compte à quel point il est imposant et massif. Tout ça pour te dire qu'il y a eu une forte activité volcanique qui a détruit le champ magnétique, ce qui a entraîné une baisse de la pression et une baisse de la température, donc l'eau sous forme liquide, et donc potentiellement la vie qui allait avec, s'est progressivement dégradée et a disparu. Après oui, Curiosity, c'est un des 7 robots que la NASA a envoyé sur Mars. D'ailleurs, petite parenthèse, tu peux aller sur internet, la NASA te laisse un libre accès à toutes les images qui sont capturées par les robots. Et ça c'est plutôt cool. Donc j'allais te dire que Curiosity a trouvé de l'eau liquide sur Mars. Mais c'est une eau extrêmement salée, en petite quantité, bien plus salée que l'océan qu'on a sur Terre. En tout cas, ce n'est pas une eau qui peut permettre d'hydrater un homme sur Mars. Parce que oui, si on part pour aller coloniser Mars, il faut avoir un certain système d'autosuffisance à nos besoins. On ne peut pas se permettre de tout miser sur un ravitaillement Terre-Mars, ce serait extrêmement coûteux, ce serait même quasiment impossible. De transporter de l'eau de Terre pour aller sur Mars, pour approvisionner les personnes qui sont là-bas, ce n'est pas du tout une solution durable. Pour continuer, en plus de la contrainte de l'eau et de l'atmosphère, il y a également une autre contrainte sur Mars, c'est la radioactivité. Pour partir de la Terre, notre planète est équipée, si je peux dire, d'un magnétosphère. En quelque sorte, en vulgarisant, c'est une sorte de bouclier qui va filtrer les rayons du soleil pour éviter qu'on soit trop touché par la radioactivité. Sauf que la planète Mars n'a pas du tout de magnétosphère, donc les rayons du soleil ne sont absolument pas filtrés. En gros, Mars est exposé de plein fouet aux rayons cosmiques, et donc à la radioactivité. Ce qui fait que la radioactivité moyenne sur Mars est en général 130 fois supérieure à celle de la Terre. De plus, il y a un détail qui n'est pas négligeable, c'est que où que tu ailles sur Terre, la radioactivité est sensiblement la même, sauf du côté de Tchernobyl, mais ça c'est un autre problème. Alors que sur Mars, c'est fortement inégal. Il suffit qu'une partie de la planète Mars soit exposée à une éruption solaire, et d'un coup il peut avoir un pic de radioactivité, et la radioactivité à cet endroit-là peut être multipliée par 150. Ce qui peut, bien entendu, avoir de grosses conséquences sur la santé humaine. Et maintenant, on va aller aborder un problème qui est peut-être un peu moins connu, mais qui a quand même été abordé par des scientifiques. L'être humain fonctionne grâce à une horloge biologique, l'horloge interne si tu veux, et elle va gérer tout ton métabolisme, la température de ton corps, c'est-à-dire que la nuit ton corps sera un peu moins chaud comme tu es censé dormir. Ça va également gérer ta pression sanguine, ton système de digestion et également toutes tes hormones. Cela s'appelle le rythme circadien. Et ce rythme circadien est basé sur une journée de 24 heures. C'est un cycle qui dure 24 heures et qui se répète chaque jour. Sauf que ça tombe bien, pour que la Terre fasse une rotation complète sur elle-même, c'est-à-dire un jour entier, ça dure 24 heures, alors que Mars, pour que cette planète fasse une rotation complète sur elle-même, ça dure 24 heures et 40 minutes. Alors tu peux te dire que seulement 40 minutes de décalage, c'est pas énorme? Oui, bah non.
Non, ça peut totalement bouleverser ton horloge interne. En gros, ça te fait un jet lag, un décalage horaire de 40 minutes en continu chaque jour. Et ça va énormément bouleverser ton rythme circadien. D'ailleurs, les scientifiques qui ont fait l'expérience avec des souris, en modifiant leur rythme circadien, elles sont mortes beaucoup plus rapidement que les autres. C'est-à-dire qu'un homme qui va aller sur Mars va être beaucoup plus exposé au cancer, au diabète, à d'autres maladies. Il pourra même devenir stérile. En résumé, ton espérance de vie sera fortement impactée. Les problèmes abordés précédemment ont été des problèmes d'eau, d'atmosphère, de radioactivité, mais la science, en tout cas nos capacités scientifiques, peuvent les résoudre dans le temps. Mais de là à vouloir modifier complètement la rotation d'une planète, ça me paraît un peu difficile. Enfin après, mes connaissances dans le domaine sont très modestes, mais ce n'est que mon avis. Ensuite, si jamais nous voulons envoyer une colonie d'hommes sur Mars, il y a un facteur qui n'est pas du tout négligeable, c'est le facteur humain. L'homme est imprévisible. Parce que tu vois, là on a envoyé des robots sur Mars, mais c'est relativement peu probable que le robot, au bout de 6 mois, il nous fasse une dépression et décide de rentrer sur Terre. Alors qu'avec l'homme, ça peut être bien plus compliqué. Et dans cette optique-là, la NASA est en train de réaliser une expérience sur le confinement. Elle a commencé le 28 août 2015 et devra durer de mémoire 358 jours, enfin pratiquement un an. Et cette expérience consiste à confiner, à mettre en isolement total 6 scientifiques, qui ont été volontaires bien entendu, pour voir comment ils se comportent, pour voir si l'homme arrive quand même à être en bonne santé et arrive à travailler de manière convenable en confinement total. C'est-à-dire qu'il ne peut pas aller à l'air libre, il ne peut pas sortir, il ne peut pas s'aérer l'esprit au sens propre, si je peux dire. J'aime bien ce genre d'expérience parce que je trouve que ça a la frontière entre les sciences dures, c'est-à-dire l'astronomie, la physique, c'est-à-dire envoyer un vaisseau sur Mars, et les sciences plus molles, c'est-à-dire les sciences humaines et la psychologie humaine. Donc ça, je trouve ça vraiment intéressant. Alors maintenant, je vais te parler du projet Mars One. C'est un projet initié par une société hollandaise qui prévoit d'envoyer une colonie humaine sur Mars. Et cette mission extrêmement coûteuse sera financée par une télé-réalité. Ouais, moi aussi ça me fait bizarre quand j'ai lu ça. Et le projet n'a même pas prévu d'envoyer des scientifiques, mais des gens comme toi, comme moi, enfin des gens normaux, on va dire monsieur et madame tout le monde, qui seront triés sur le volet. Et donc Mars One propose un aller simple sur Mars sans retour, et il y a déjà eu plus de 100 000 demandes. Mais pour être franc, dans le monde scientifique, ce projet n'est pas du tout pris au sérieux, car il prévoit de commencer en 2022, c'est-à-dire relativement proche dans le temps quand même, alors qu'il y a quand même de grosses contraintes. Tout ce que je t'ai énuméré précédemment, c'est quand même de grosses contraintes physiques. Ensuite, sur Mars, techniquement, on a énormément de mal à faire atterrir des navettes lourdes. Enfin, atterrir c'est pour la Terre, on va dire, on a énormément de mal à faire amarcir des navettes de plus d'1 tonne ou 1,5 tonne sur Mars. Et je pense pas que l'entreprise hollandaise sera aussi bien équipée que la NASA. Et ça va nous amener à notre question du jour. Oui, parce que maintenant je fais une question du jour, moi je fais ce que je veux de toute façon. Si demain on te propose, sans rémunération, un voyage aller de 6 mois sur Mars, ensuite tu restes 2 ans là-bas, et après un voyage retour de 6 mois également, est-ce que tu accepterais, compte tenu de toutes les contraintes et tous les risques que j'ai énumérés précédemment, et si oui, sous quelles conditions? Bon allez, je te laisse répondre à cette question dans les commentaires. Petite parenthèse finale, c'est la deuxième vidéo en rapport avec l'espace que je fais. Je t'invite à aller voir ou revoir si tu veux la première vidéo, je mets le lien ici. Et ensuite, petite mise au point sur le calendrier. Au lieu d'avoir une chronique dans 2 semaines et une suivante dans 4 semaines, comme là je pars en vacances, il y aura une chronique dans 3 semaines et une dans 4 semaines. Bon, sur un mois, ça fera le même nombre de chroniques, mais sera juste décalé d'1 semaine. Bon allez, à bientôt. Nous serons tous là pour fêter votre retour. Quelque peu plus âgés, quelque peu plus sages, mais heureux de vous revoir. N'entre pas docilement dans cette douce nuit. Le vieillage doit gronder, tempêter au déclin du jour. Hurlez, hurlez à l'agonie de la lumière. Si le sage s'entend la fin, c'est que les ténèbres sont justes, car ces mots n'ont point forgé de foudre. Il n'entre pas docilement dans cette douce nuit. Hurlez.